La présence des insectes, pour moi, c'est quelque chose qui est significatif d'une bonne santé de l'écosystème. Par exemple, si on prend le cas des moineaux, et quand même la disparition de 3/4 des moineaux en 17 ans, si je me trompe pas, et ben quand même, la question des infractuosités est une question centrale pour beaucoup d'ornithologues. La Covid, notre enfermement, l'apparition d'animaux dans nos rues, le chant des oiseaux, c'est aussi une apparition du sauvage, et là qui fait plaisir. Mismatch, le podcast qui aime croiser les perspectives pour explorer tous les possibles. Lors des confinements de 2020, les citadins ont fait l'expérience aiguë de leurs différents sens, étouffés jusqu'alors par la frénésie urbaine. Ils ont appris à distinguer ce qui les entoure, les englobe et leur demeurer invisibles. Les travailleurs de première ligne, venant souvent de loin pour faire tourner l'économie, mais aussi les animaux sauvages qui s'emparaient de la ville désœuvrée, vidée de ses occupants et usagers. Si les urbains exprimèrent leur reconnaissance pour les travailleurs, c'est un autre sentiment qui émergea face au retour de la nature. L'émerveillement. Voir des cerfs, des chevreuils, des sangliers, des renards, entendre le chant des oiseaux nous procura un plaisir vif, primaire, essentiel. Ce surgissement de l'inattendu nous permit de redécouvrir ce que l'humain et les animaux partageaient. Être vivant. À l'issue de la pandémie, certains ont fait le choix de quitter la ville, montrant que celle-ci perdait de son attractivité et que son imaginaire s'était quelque peu tari. Et pourtant, la ville, autrefois espace d'émancipation, de rencontres, de tolérance, n'est-elle pas l'endroit propice pour réfléchir au mode de relation à construire avec les animaux ? Loin de la Robinsonade, la ville, lieu de tous les vivants ? C'est ce que nous chercherons à voir avec nos invités. Alors j'ai le plaisir de retrouver Léa Mosconi. Bonjour Léa. Bonjour. Tu es architecte, tu es maîtresse de conférences à l'ENSA Nantes. Tu es la cofondatrice en 2015 de l'atelier Boni Mosconi, présidente de la Maison de l'Architecture en Île-de-France, et tu as été la commissaire scientifique de l'exposition Paris Animal qui a été présentée au pavillon de l'Arsenal en 2023. On va y revenir. On va voir notamment comment l'architecture a pris le tournant environnemental et a intégré l'apport des sciences sociales dans son questionnement. Nathalie Blanc, bonjour. Bonjour. Tu es géographe, tu es plasticienne, directrice de recherche au CNRS. Tu es depuis 2019 directrice du Centre des politiques de la Terre. Et tes travaux de recherche concernent le thème de la nature en ville, de l'esthétique environnementale, et tu interroges la façon dont la mise en récit affecte notre perception du vivant. Et enfin, Joëlle Zask, tu es philosophe, bonjour. Bonjour. Maîtresse de conférences à l'Université d'Aix-Marseille. Tu es membre de l'Institut universitaire de France et depuis 2022 du Centre Norbert Elias. Tu t'intéresses aux conditions d'une culture démocratique partagée. Et avec ton livre qui a eu un grand succès, Zoocity, des animaux sauvages dans la ville, qui a été repris d'ailleurs en poche en 2024 après une parution initiale en 2020, tu reviens sur la présence des animaux sauvages dans nos villes et tu réfléchis aux formes d'une vie potentielle et d'une forme de coexistence avec les humains. Dans une seconde partie, nous retrouverons Simon Kobigo, architecte paysagiste et cataphile, qui nous permettra d'envisager la ville dans ses épaisseurs. Alors dans cette première partie, pour débuter, on va peut-être faire un peu d'histoire. On va revenir sur la chronologie qu'a établie l'exposition Paris Animal, Léa. L'idée, c'est de comprendre comment l'humain partage la ville avec les animaux, et ce, sur le temps long. C'est ce que vous vous êtes proposé de faire. En effet, quand on a commencé cette exposition, on s'est dit que, évidemment, ce qui nous intéressait et un des premiers enjeux, c'était de regarder les présences animales en ville en raison de questions écologiques, mais que la question de la cohabitation était aussi un des axes structurants pour nous. Et au fur et à mesure de l'enquête, parce qu'en fait c'est une enquête qui a duré 3 ans, on allait interroger des historiens, des philosophes, des écologues, des naturalistes. J'avais eu la chance de rencontrer Nathalie Blanc. On s'est dit qu'établir cette partition sur le temps long, ça nous permettait de regarder des points de bascule, alors évidemment en les affirmant, en les caricaturant un peu. Et donc on a établi 4 périodes. Une première période qui remonte, on va dire, de la période gallo-romaine à la période médiévale, où il y a une forme de cohabitation, un entremêlement des corps dans la ville, qui est extrêmement fort. Alors pour des raisons utilitaristes, évidemment, pas à cause de l'élevage, de l'abattage, de la force animale et autres, mais en fait, on remarque qu'il y a une promiscuité extrêmement forte. Et donc, ce qui occasionne,
des rapports assez forts et des relations assez fortes, et puis par moments aussi des événements singuliers, et notamment il y a une anecdote qui a été très commentée, qui a été racontée par Michel Pastoureau dans son livre, qui est en 1131, il y a un jeune roi, tout jeune roi, qui traverse Paris à cheval, et son cheval bute sur un cochon qui vagabonde, le roi tombe, se blesse et meurt. Et donc, cette anecdote, il me semble qu'elle est assez intéressante parce qu'elle raconte à la fois le vagabondage des ports, ce qui me semblait raconter quelque chose de la ville. Ça raconte aussi qu'on va essayer de légiférer parce que on se dit que c'est complètement déshonorant qu'un roi meure à cause d'un port, et donc on va commencer à légiférer pour contrôler ce vagabondage des ports. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on ne va pas réussir à appliquer la loi. Parce qu'on a beau légiférer, en fait, les porcs sont là parce qu'aussi ils mangent les détritus et autres, et qu'il y a une manière de vivre qui est instaurée à ce moment-là, qui est extrêmement forte, et qu'il va falloir plus d'événements pour réussir à basculer. On bascule à la fin du Moyen-Âge, et alors là, je caricature un petit peu, mais dans une forme, on affirme, on va dire, une domination des corps, une domestication de la ville. Et là, la question de la chasse me semble assez intéressante parce qu'on voit que, on va dire, oui, à la fin du Moyen-Âge, on va passer d'une chasse qui se fait dans un corps à corps très fort, d'animaux très sauvages et dans des forêts qui sont souvent représentées dans des tableaux de manière extrêmement, mystérieuse. Et donc, on va passer de ça à des chasses qui vont participer à une domestication du territoire avec, un peu plus tard, l'instauration du pavillon de chasse, des forêts domaniales extrêmement dessinées, et évidemment la chasse qui devient une chasse au cerf, qu'on chasse à distance et autres. Donc ça, c'est une anecdote, mais pour moi, elle raconte très bien comment, tout à coup, on domestique notre rapport à l'animal, sa présence dans la ville, sa présence dans le territoire. Donc, deuxième période. La troisième période qu'on avait identifiée, c'est aujourd'hui. On avait voulu enquêter sur les présences animales aujourd'hui. Et puis, on avait une dernière période dans l'exposition qui ouvrait des pistes sur les cohabitations à venir. Ouais. On est vers un chemin, enfin, il y a une relation qui est asymétrique entre l'homme et l'animal qui s'écrit, avec une question de la domestication, de la mécanisation des corps aussi, qui a fait écho à la révolution industrielle. Exactement, et c'est vrai que la mécanisation des corps, et donc j'ai évoqué très très rapidement avec cette question de la chasse, en fait, elle ouvre une période qui ne va cesser de mécaniser le corps animal. Et le 19e siècle en est vraiment l'affirmation la plus forte où l'animalité est exclue de la ville, et l'animal dont on a encore besoin parce qu'on n'a pas encore de moteur et qu'on n'a pas encore de système pour réfrigérer et pasteuriser, et ben en fait l'animal est réduit en effet. Et là je caricature un petit peu, et évidemment que l'histoire est plus complexe et hétérogène que ça, mais malgré tout, en fait on va avoir une ville où Paris, ce sera la ville aux 100 000 chevaux, et ces 100 000 chevaux, on va les utiliser pour le transport des marchandises, pour leur force physique et autres. Mais en fait, ils seront vraiment réduits à l'état de machine. Et donc, en effet, c'est extrêmement intéressant de voir qu'on est dans un point de bascule où à la fois l'animal est présent, mais l'animalité est extraite, et l'animal est présent, mais il est présent dans un utilitarisme qui est très fort. Alors, après, on pourrait parler aussi d'autres cas singuliers comme l'animal domestique, et je pense qu'on y reviendra sûrement tout à l'heure. Mais il y a cette question intéressante du rejet de l'animalité hors de la ville, avec des animaux domestiques qui, eux, sont dans la ville et qui sont acceptés, et des animaux familiers. On est dans une catégorisation de l'animal qui peut se faire de façon assez subtile, Joël. On peut penser animaux domestiques, on peut penser animaux de rente, on peut penser animaux sauvages, animaux liminaires, peut-être aussi on pourra revenir sur cette catégorie-là. Mais vous, dans Zoocity, vous revenez vraiment sur la catégorie de sauvage en disant que c'est celle-ci qui est la plus structurante pour comprendre la relation qu'on peut nouer entre humains et animaux. Ouais, en tout cas, c'est celle qui paraissait la plus intéressante parce qu'elle permettait justement de renvoyer dos à dos deux conceptions qui ont une grande influence sur la fabrique de la ville et finalement sur l'évolution de nos sociétés, ainsi que sur nos rapports aux animaux. C'est-à-dire d'un côté le sauvage terrorisant et à l'opposé le bon sauvage. Et il m'a semblé que parler des animaux sauvages en ville, dont j'ai fait l'hypothèse qu'ils seraient de plus en plus nombreux, et là, on était en 2018-2020. Et ça, c'est l'écriture du bouquin, c'était en 2018. Oui, ouais, c'est ça. Et en fait, donc, permettait justement de sortir de cette alternative.
Alors, le sauvage associé à la terreur, d'ailleurs, il y en a énormément de témoignages depuis la nuit des temps. Par exemple, le sauvage était exemplifié par l'ours. L'ours était l'animal qui terrorisait tout le monde. C'était presque l'incarnation du diable. Il y a eu un glissement de l'ours au loup en Europe. Mais de fait, la nature liée à l'animalité, la bestialité, l'ennemi, l'incontrôlable, l'imprévisible qui terrorise est quand même relative à tout un registre par rapport auquel ou contre lequel la ville va être construite. Elle est construite aussi contre, finalement, ce qu'il y a de menaçant dans la nature englobant les bêtes sauvages qui nous dévorent, mais également les ennemis, les barbares, c'est-à-dire les sous-humains qui sont susceptibles aussi de nous dévorer. Donc finalement, il y a aussi quelque chose, depuis la nuit des temps, je me pensais à Jéricho, par exemple, une espèce de ville-forteresse, peut-être même la tour de Babel, cette forteresse vraiment qui tourne complètement le dos à la nature, qui est un intérieur sans extérieur, en fait. Donc il y a une rupture entre la ville et cette nature qui fait peur, qu'on va trouver finalement très présente dans toutes les villes du monde entier depuis sans doute la nuit des temps. Paris, par exemple, est une ville qui a été entourée de 7 séries de remparts, le périphérique étant peut-être la 8e. Donc ça, c'est un aspect. Et évidemment, qui dit nature terrorisante dit domination, éradication, suppression de cette nature-là. Donc, comment la contrôler ? Donc, je pense que justement, cette nature qui fait peur peut véritablement dériver, c'est très schématique ce que je dis, mais peut dériver une pratique, évidemment, de mise sous contrôle, d'extractivisme, de domination, d'extermination, qui d'ailleurs se retrouve tout à fait présente en ce qui concerne la gestion des animaux sauvages considérés comme nuisibles ou gênants. Et puis à l'opposé, donc on a ce mythe de la bonne nature, de la nature qui fait bien les choses, de cette nature qu'il faudrait accueillir très très généreusement. Est-ce que cette nature qu'on accueille, à laquelle on fait hospitalité en quelque sorte, avec laquelle on voudrait cohabiter, et également, si vous voulez, cette conception du sauvage qui nous permet de rester sur nos pieds en quelque sorte et de trouver des modalités de vivre ensemble qui permettent à chacun de réaliser ce qu'il a en propre, c'est-à-dire en ce qui concerne les animaux, leur cycle de vie, en ce qui me concerne, mon individualité, et choses de ce genre. Et donc, c'est là qu'on peut déboucher sur une autre conception du sauvage, moi, qui est très présente d'ailleurs dans une certaine littérature américaine de la frontière, de la wilderness, conçue comme zone de contact entre des mondes différents, en fait. Et c'est l'imprévisible, en fait. Et du coup, l'imprévisible n'est pas réservé aux animaux, mais en tout cas, ça peut nous permettre, d'une part, de redéfinir la liberté, puisque je ne pense pas qu'il y ait de liberté envisageable si nous sommes programmés comme des machines ou si nous agissons dans un non-environnement. Et par ailleurs, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, l'imprévisible permet de flouter la frontière entre ce qu'on appelle les humains et les non-humains. Il y a de l'imprévisible dans la petite mésange qui fait son nid, il y a de l'imprévisible chez mon enfant, il y a de l'imprévisible partout, en fait. Je veux dire, le vivant n'est pas prévisible. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont conformes à des rythmes dont on peut anticiper l'évolution, mais ou l'accomplissement. Mais le fait est qu'il y a de l'imprévisible. C'est-à-dire qu'aucun être vivant n'est réductible à ses conditions environnementales de production, en quelque sorte. Et c'est ça qui est extraordinaire, en fait. Et du coup, on peut être, on peut, disons, avoir une conception du vivant qui n'est pas du tout fondée sur des analogies de l'identité, de la ressemblance, nous sommes des êtres vivants comme tous les êtres vivants, c'est-à-dire sur un gommage des différences, comme le veut aussi une certaine philosophie du bon sauvage, sans pour autant, et par contre, au contraire, disons, penser le vivant comme une pluralité sans fin d'espèces et d'individus à l'intérieur des espèces. Donc ça, je pense que la pensée de l'individualité à l'intérieur de chaque groupe, que ce soit un groupe social, un groupe économique, un groupe, une espèce, etc.,
justement, nous permet de comprendre un autre aspect du sauvage. Il y a une multitude d'espèces, mais il y a aussi une multitude de représentations des espèces. Il y a une question de projection et d'imaginaire qui va être associée à la vie du vivant et à la vie animale. Et vous, Nathalie Blanc, vous avez commencé à travailler il y a une trentaine d'années sur ce qui était rejeté, ce qui était à la marge, qu'on ne voulait pas voir, à savoir le cafard. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur blattes ou cafards, de leur nom savant, je venais des Beaux-Arts et donc je travaillais sur le déchet à l'époque. Et je ramassais dans les caniveaux des petites cuillères en plastique, etc. Je faisais des performances avec ces déchets. Et donc, travailler sur la question de la nature en ville, ça m'a paru très justifié immédiatement de s'intéresser à des animaux qui sont du côté du déchet. Et véritablement, les animaux du côté du déchet, il y a le rat, bien évidemment, qui est fortement associé au déchet, il y a le pigeon éventuellement, mais il y avait aussi les insectes et la prolifération d'un certain nombre d'espèces animales autour de ce traitement des déchets. Donc, et le cafard, pour le coup, réunissait en son corps, d'une certaine manière, à la fois d'être un déchet symbolique, d'être un déchet qui profite de nos déchets. Donc, c'était absolument parfait pour... Et en travaillant sur le cafard, j'ai découvert que le prisme, l'entrée par l'insecte était sous-valorisée absolument. Alors, non seulement du point de vue des animalistes, c'est-à-dire il y a moins de gens qui s'intéressent, des écologues qui s'intéressent aux insectes, que d'écologues qui s'intéressent aux grands mammifères ou à d'autres espèces. Donc, il y a une sous-représentation des études scientifiques sur ces animaux-là, mais aussi, par exemple, pour le code rural, il y a très peu d'insectes qui se retrouvent dans le code rural nominalement. Donc, on a une sous-estimation de l'importance des insectes, ce qui explique peut-être d'ailleurs que 70% des insectes s'effondrent en ce moment et ça passe sous le radar de manière générale. C'est-à-dire que personne ne réagit à cet effondrement de cette biodiversité-là. Donc moi, ça, c'était quelque chose qui m'avait intéressée. Et ça m'avait intéressée pour rebondir sur ce que disait Joël, c'est-à-dire que la ville, c'est un filtre. Alors moi, j'appelle pas ça une forteresse parce que véritablement, le cafard arrive à se glisser. Donc, je crois que la forteresse est inachevée. Mais en tout cas, les murs que ça a construits, ça permet de filtrer le type d'espèces qu'on aimerait voir rentrer dans cette ville. Et ce filtre, il est essentiellement conçu à échelle humaine. C'est-à-dire tout ce qui échappe à notre désir. C'est pour ça que j'avais parlé d'animaux désirés et non désirés à l'époque. Eh bien, tout ce qui échappe à notre désir n'a pas le droit de citer, d'une certaine manière. Désirer le cafard, c'est pas évident, ni symboliquement, ni concrètement, d'une certaine manière. Alors, travailler sur l'insecte, c'est aussi venir de la science-fiction. C'est aussi avoir un prisme et un regard sur ce qui nous horrifie. Parce que La Mouche de Cronenberg et d'autres films de série B des années 50 prennent l'insecte comme modèle de l'horreur, et l'insecte géant notamment. Alors que ce sont des intelligences qu'on a beaucoup de mal à mesurer. Donc, il y a un autre angle où travailler sur l'insecte dans la ville, c'est important, c'est que de là, parce que je suis géographe, donc je suis quelqu'un qui va faire du terrain, qui passe des heures avec des étudiants qui manient un parapluie japonais en battant les arbres pour voir combien d'insectes descendent dans le parapluie japonais. Et du coup, ça m'a permis de travailler sur la biodiversité, puisque l'insecte, c'est des oiseaux, ça fait partie de cette chaîne alimentaire. Et c'est beaucoup plus facile de travailler sur la biodiversité qu'en rentrant par des espèces emblématiques de mammifères, par exemple. Donc, on a immédiatement, tu parles insecte et tu vois cette chaîne alimentaire. Et son effondrement n'est pas tant un souci pour nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'empathie pour des individus insectes. Alors j'ai un collègue qui a de l'empathie, qui fait des portraits de bourdons, des portraits d'individus bourdons, en montrant à quel point chaque bourdon est différent d'un autre. Et cette idée du portrait de l'insecte, on arrive à faire des portraits de singes, des portraits de chiens, mais pas des portraits d'insectes. Et du coup, ça ouvre finalement sur le fait qu'on pense tout de suite population et qu'on pense tout de suite gestion. Alors c'est vrai avec le rat et c'est vrai aussi avec le pigeon.
C'est moins vrai avec des animaux emblématiques qu'on arrive à individualiser. En fait, on rentre par le nombre avec l'insecte et avec le nuisible de manière générale. Et c'est vrai que quand on parle de Paris, on parle du nombre de rats, par exemple, et on n'évoque jamais le nombre d'insectes. C'est assez rigolo. Et dernière chose sur cette question des insectes et de la biodiversité, c'est que travailler sur l'insecte et la biodiversité, ça apprend un regard à penser, en tout cas, à la diversité des intelligences à l'œuvre dans la ville, la diversité des schèmes cognitifs, la diversité, la manière dont la ville est un milieu pour beaucoup d'autres intelligences que la nôtre. Et ça, je trouve que décomposer la ville, ne pas adhérer finalement à ce mythe humain qui consiste à en faire un habitat uniquement humain, et donc la décomposer en milieux, ça me semble être une opération importante de modestie habitante, on va dire. Oui, et puis peut-être sortir de la ville comme artefact technologique, technique. C'est ça. Toute la réflexion sur la Smart City dont on a parlé aussi en préparation de cette émission. Toi, tu as une façon de définir la ville ou une façon de l'approcher qui est différente. Tu dis c'est un milieu qui est bio, physico, chimique et ça relie à la question forcément de la vie et la question de la santé. Tout à fait. On a beaucoup travaillé sur ça. Dernièrement, on a fait un gros terrain à Montpellier, autour de Une Santé, qui est un nouveau paradigme scientifique qui permet de penser à la fois la santé des écosystèmes et la santé globale et des humains. Et pour le coup, en approchant ça, tu essayes de voir comment tu construis ce schéma relationnel, comment tu construis ces liens entre les sangliers, leur présence, ce qu'ils trouvent à la ville, leur manière d'y vivre, et puis la santé des habitants qui est autour, et la santé de la rivière, parce que les hydrologues parlent comme ça, de bonne santé des rivières. Hein. Donc, il y a cette idée, et on en discutait tout à l'heure, de cette question de santé, comment elle est difficile à approcher. Il y a ce prisme de la santé qui, en ce moment, est travaillé de manière beaucoup plus élargie. Peut-être trop élargie pour arriver à dire quelque chose de vraiment intéressant, mais il n'empêche que la présence des insectes, pour moi, c'est quelque chose qui est significatif d'une bonne santé de l'écosystème. Et le fait de, par exemple, se promener dans les champs et de ne voir plus aucun insecte, c'est quelque chose qui est très proche d'un lieu mort. Et ça, cette question des lieux morts, elle est importante parce que quand on dit lieu mort aujourd'hui et terre morte, ça veut dire qu'on dit lieu vivant ailleurs. Et les réserves naturelles assument ce rôle de réserve du sauvage. Alors, et ça, c'est une question que j'aurais voulu poser à Joël d'une certaine manière. Est-ce qu'un sauvage qu'on met en réserve est toujours un sauvage ? Est-ce que quand Léa parle de domestication du territoire qui naît à la fin du Moyen-Âge avec des plans de chasse un peu différents, ne parle-t-on pas de domestication tout court ? C'est-à-dire que penser la domestication à travers du contrôle des espaces, et notamment des espaces urbains, me semble être un enjeu de ce qui est en train d'arriver, là où on dit que pour préserver la Terre, et j'en finirai là, c'est réserver 30% de sa surface à de la biodiversité, comme s'il y avait une espèce de contrôle spatial, une mise en réserve qui était le nouveau geste de domestication, ou le nouveau qui s'inscrit dans cette tradition dont vous parliez toutes les deux. Je vais inviter Léa peut-être à rebondir là-dessus et sur la question du rapport de l'architecte à la gestion du sol, du foncier, du territoire, de l'espace, et peut-être aussi à une réflexion qui a été engagée au sein du milieu architecte sur la question environnementale et la question de l'altérité, parce que justement, on est en train d'essayer de trouver des continuums et des rapports au vivant qui n'existaient peut-être pas avant. En effet. Moi, quand j'ai travaillé sur ma thèse, j'ai regardé comment, dans les années 80, 90, 2000, la question écologique était réaffirmée par les architectes après un moment assez fort dans les années 60 et 70 où ces questions avaient été déployées. Et j'ai fait un travail assez laborieux où j'ai regardé la terminologie, employé les notions mobilisées dans les discours des architectes, dans les médiations liées au monde de l'architecture, dans les écoles et autres. Et donc, j'ai pu voir combien il y a une diversité de discours et combien, à un moment donné, quand au début des années 2000, la question du développement durable arrive, combien elle est écrasante et combien la question de l'énergie est une question centrale et structurante et presque un
des seuls prismes par lequel la question écologique est abordée. Je caricature un peu. Et en fait, combien la question du vivant et des vivants est absente. Et en fait, elle est absente aussi, il me semble, alors là c'est une hypothèse, en raison de cette question du contrôle. L'énergie, c'est quelque chose qui se quantifie, qui se contrôle, qui se mesure. La question animale est très peu traitée, en tout cas jusque dans les années début 2020, fin 2010, à cause de cette question du contrôle et du caractère imprévisible qu'évoquait Joël Zask. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que quand arrivent des questionnements, surtout qui viennent de générations plus jeunes. Moi, par exemple, quand j'étais enseignante, j'ai une élève qui travaillait sur la question des façades et de la biodiversité. Elle me parlait énormément des ouvrages de Nathalie Blanc, dont elle débattait avec ses camarades. Et donc, c'est quelque part de cette génération que montait et de leur intérêt pour ces questions animales, que montaient après au sein du corps enseignant et autres ces sujets. Et donc, ce que je trouve assez intéressant et moi qui m'a... c'est que tout à coup arrivent des paradoxes. Et on a, par exemple, sur cette question de l'énergie, pour répondre à cette question de l'énergie, dans le monde de l'architecture, on a généralisé l'isolation thermique par extérieur, ce qui fait des façades extrêmement lisses, et ce qui participe, alors c'est pas la seule raison, mais ce qui participe à la difficulté pour les insectes et les oiseaux de trouver des refuges dans des infractuosités. Et en fait, cette question, elle est balayée d'un revers de main par beaucoup d'architectes en disant moi, c'est pas tes petits oiseaux et ces petits qui vont changer ces questions d'énergie qui, elles, sont sérieuses et à prendre au sérieux. Moi, c'est des discours que j'ai beaucoup entendus. Or, quand on parle avec la LPO, on se rend compte que finalement, par exemple, si on prend le cas des moineaux, et quand même la disparition de, si je dis pas de bêtises, de 3/4 des moineaux en 17 ans, si je me trompe pas, et ben quand même, la question des infractuosités est une question centrale pour beaucoup d'ornithologues. Alors, comment on confronte ces enjeux écologiques qui sont si différents dans notre monde de l'architecture entre la question de l'énergie, la question du climat et puis la question de la biodiversité, la question des matériaux? Il y a des agences comme Chartier d'Alix, par exemple, qui disent on peut garder cette question de l'isolation, mais du coup, donc on a le mur intérieur, l'isolation extérieure, et puis on rajoute un parement en béton dans lequel on va venir créer des infractuosités. Mais le coût écologique de créer ce béton, comment on ajuste avec ces différents enjeux, coût des matériaux, je parle d'écologie, coût écologique des matériaux, coût de l'énergie et biodiversité. Et donc on est face tout à coup à des choses auxquelles on ne peut pas répondre de manière dogmatique et qu'on est toujours obligé de situer par rapport à un ensemble de paramètres, de disciplines et autres. Et pour nous autres architectes, où on a quand même une culture de l'autonomie de la discipline, de l'universalité, en fait, ça nous met en difficulté, ce qui est très bien, je pense. Et peut-être la question du patrimoine. Bien sûr, et ça, mais tu as complètement raison. Le patrimoine, il y a des alliances qu'on n'imaginait pas du tout, qui se font entre la préservation d'un existant d'un existant bâti et d'un existant vivant. Et ça, il y a de plus en plus d'alliances. Il y a une chercheuse qui s'appelle Bérénice Gossuin qui travaille beaucoup là-dessus. Et c'est en effet des alliances que je trouve extrêmement intéressantes. Et pour rebondir sur ce que disait Nathalie tout à l'heure, il y avait un texte dont le titre m'échappe, mais de Catherine Larère, de la philosophe Catherine Larère, qui revenait sur le parallèle qu'elle faisait entre... où elle disait que pour un des indicateurs pour voir le caractère polluant d'un pays, de dégradation des milieux habités et autres, c'était de voir la manière dont il considérait les espaces de wilderness, de préservation de l'environnement. Et plus on sanctuarisait, en fait, la sanctuarisation racontait beaucoup de ce qu'on se permettait d'un autre côté. Ça répond c'est un peu à côté de ce que tu disais, mais je trouve... Non, mais on revient sur cette question de gestion, de domestication de l'espace, du territoire, de cloisonnement, de zonage, qui renvoie, si j'ai bien compris ce que Nathalie voulait dire tout à l'heure, à une question de domestication qui dépasse la question purement animale. Soit on est dans une optique de domestication et l'humain va en souffrir aussi, soit on cherche d'autres voies, et c'est peut-être une façon de réinterroger de l'altérité aussi, de dialoguer avec Joël. Oui, parce que en fait, je crois que historiquement, la ligne de démarcation entre le domestique et le sauvage, elle est très, très poreuse, elle est très fluctuante. Par exemple,
Les aborigènes d'Australie pratiquaient depuis 60 000 ans des feux dans le bush pour favoriser la pousse, entre autres d'ailleurs, parce que ces feux ont beaucoup de fonctions, pour favoriser la pousse d'un certain nombre de plantes, notamment d'herbages, dont les kangourous sont friands, sachant qu'ils vont à la chasse aux kangourous. Donc, est-ce que le kangourou, c'est un animal sauvage ou domestique? Pareil pour les bisons. Les grandes plaines sont des paysages du feu. Les grandes plaines américaines, ils ont été incendiés pendant des milliers et des milliers d'années. Le bison est-il un animal sauvage ou domestique? Donc, il peut y avoir d'un côté des animaux semi-sauvages, semi-domestiques, et par ailleurs, comme le montrent aussi un certain nombre de paléontologues ou d'historiens, la domestication, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que les animaux domestiquent les humains. C'est-à-dire les rendent les habitants d'un domus, enfin d'une économie, et les font entrer dans une voie qu'on appelle la civilisation. Donc, c'est pas si... Enfin, on ne peut pas avoir une pensée binaire du sauvage et du domestique. Moi, ma thèse, c'est de dire qu'il y a du sauvage, où il devrait y avoir du sauvage partout, et que la prédation, la catastrophe écologique, et en même temps le mythe infernal, c'est de penser que soit qu'on a une nature primaire qui va s'exprimer spontanément à partir du moment où on va supprimer tous les obstacles, libre évolution, sanctuarisation, etc., mais ça peut être catastrophique, surtout si on considère qu'un certain nombre de paysages placés en libre évolution sont en réalité des paysages qui ont été anthropisés depuis des centaines de milliers d'années, peut-être même depuis 2 millions d'années, en réalité, depuis Homo erectus. Puis en même temps, c'est catastrophique aussi de se dire, non, mais le sauvage, ça gêne, c'est sale, c'est gênant, c'est dangereux, on éradique. Donc, un rat, c'est sauvage. Un moustique, c'est sauvage. Et c'est intéressant de se dire, mais qu'est-ce qui nous empêche de voir du sauvage dans le rat, ou dans le moustique, ou dans le pigeon? Bon, le pigeon serait plutôt un animal féral. C'est encore une autre catégorie, c'est-à-dire retourner à l'état sauvage après qu'on l'a domestiqué et abandonné, une fois qu'est apparu le télégraphe, en gros, etc., etc. Donc, plutôt que de rester à l'intérieur d'une pensée comme ça, très binaire, justement, recréer justement de l'altérité, c'est-à-dire penser l'autre comme sauvage. Mon enfant est sauvage. Il n'est pas que sauvage, évidemment, mais je veux dire, lui prodiguer une éducation, c'est lui donner des matériaux ou des prises ou des tremplins grâce à l'usage desquels il va développer quelque chose qui n'est pas de mon ressort, que je ne domine pas, que je ne contrôle pas. Et en même temps, si je lui donne rien, il ne va pas se développer, il va rester complètement handicapé et psychopathe. Donc voilà, c'est cet entre-deux, moi, que je trouve intéressant, et c'est ça qu'on pourrait appeler le sauvage. Nathalie et Léa, j'ai envie de faire rebondir chacune peut-être avec un mot là-dessus, sur cette sortie du binaire. Là, peut-être par la catégorie du monstre, on en avait parlé aussi, qui était cher à Bruno Latour, et donc de sortir de l'opposition nature-culture. Et peut-être, Nathalie, ensuite, pour la question du milieu et l'adaptation au milieu. Oui, alors, c'est finalement Nathalie qui commence. Non, je rebondissais plutôt sur ce que disait Joël, sur cette question du sauvage qui me laisse perplexe depuis longtemps. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible encore de penser le sauvage alors que les espaces sont contrôlés et qu'on vise à contrôler non seulement l'espace, mais les couches d'atmosphère, ce qu'on appelle, nous, la zone critique, c'est-à-dire toute la zone habitée par les êtres humains, avec ce que ça veut dire en termes de domestication, non seulement... c'est-à-dire maîtriser le cycle de la reproduction, mais aussi des nuages, de l'eau. Il y a une domestication du monde qui est de plus en plus épaisse, d'une certaine manière. Oui, mais en même temps, le feedback, le méga-feu, c'est un événement naturel et qui n'est pas domesticable. Enfin, c'est ça aussi. Enfin, je pense que les zoonoses, pareil. Enfin, oui, tout à fait. C'est pour ça que cette frontière, elle se déplace, mais à l'endroit de la nuisance. Et c'est-à-dire qu'à partir de ce qui devient sauvage et ce qui échappe au contrôle et qui éventuellement endommage le cours des activités humaines, on a l'impression que c'est ça l'endroit du sauvage. Oui, mais par exemple, là, comme on le disait au départ, le Covid ou la Covid, notre enfermement, l'apparition d'animaux dans nos rues, de petits canards... sur une place publique, le chant des oiseaux, c'est aussi, d'une certaine façon, on a beaucoup parlé de reconnexion au vivant, mais bon, c'est aussi une apparition du sauvage, et là, qui fait plaisir.
Donc, il y a peut-être les deux. Enfin, je pense que... Oui, et puis l'autre chose, c'est on a des machines dans le champ de la cybernétique qui sont pensées comme des machines capables d'appréhender l'imprévisible. C'est-à-dire non plus des machines qui dévident un programme, mais des machines qui sont justement programmées à partir de feedback pour appréhender des événements qui ne font pas partie de leur programme. Donc, en fait, là aussi, cette frontière tend à devenir floue, quoi, d'une certaine manière, et ça nous oblige, nous, chercheurs en sciences sociales, à quand même vachement travailler ces questions. Aléa. Ça me permet peut-être de rebondir sur la question du monstre, parce que c'est vrai que nous, avant de faire cette exposition, on avait fait une exposition au Frac Centre pour laquelle on avait interrogé, on avait fait participer Bruno Latour au travers d'entretiens filmés autour de la manière dont il parle du monstre. On avait pris tous ses livres et on avait regardé cette figure du monstre. Et c'est en regardant le monstre pour des questions d'altérité, pour réfléchir à comment est-ce qu'on tisse des liens, comment est-ce qu'on cohabite avec celui qui a un autre corps que le nôtre, d'autres manières de réagir, d'autres odeurs, d'autres manières de se déplacer. Enfin, comment est-ce qu'on cohabite avec le monstre? Pour nous, c'était pousser la question de l'altérité de manière peut-être un peu plus forte. Et c'est vrai qu'on est passé du monstre à l'animal en se disant, en fait, l'animal, il incarne assez bien je dis l'animal, les animaux dont on fait partie. Comment dire, ces liens pas toujours évidents à construire, ces seuils à instaurer peut-être aussi, pour réussir à se considérer autrement que comme nuisible et comme gestion de risque ou autre, quoi. Et donc c'est vrai que cette figure du monstre, elle me semblait assez intéressante. Et justement, si on le traduit en langage architectural, si on doit trouver un langage commun avec d'autres espèces et la vie animale, quelles sont les modalités par lesquelles on va pouvoir recréer ce continuum? Vous avez parlé du seuil il y a une seconde. Il y a le seuil, en effet, qui me semblait important, parce que c'est vrai que dans les enquêtes qu'on a pu mener avec des anthropologues, des archéologues et des géographes ou autres, la question de la conjugaison d'espaces, à la fois on est en capacité de se réunir, d'espaces dans lesquels on est en capacité d'être proche, mais à distance, c'est une question extrêmement importante. Et c'est vrai qu'il y a Nathalie en parlerait mieux que moi, mais par exemple sur la question du rat, nous, en faisant des enquêtes avec des habitants, on s'est rendu compte que quand il y avait des rats à travers une grille, alors que la distance était relativement proche, en fait, ce n'était pas forcément toujours problématique. Mais ce qui était problématique, c'était le surgissement du rat, donc le caractère imprévisible, ce que tu évoquais, le surgissement du rat, et dans un espace qui pas forcément dans un espace dans lequel il n'y a pas de seuil, pas de limite ou autre. Et donc c'est vrai que pour ça nous semblait extrêmement important de penser au seuil qui peut être aussi une différence de niveau. Et j'aime beaucoup cet exemple du jardin de Gilles Clément, le parc Matisse à Lille, où en fait il a surélevé de 7,50 m une portion du jardin. Sur cette portion de jardin, il y a une biodiversité incroyable et beaucoup de nombreux animaux qui seraient pour nous insupportable s'ils étaient à notre niveau. Cette biodiversité, elle ne se développerait pas du tout de la même manière non plus si on pouvait y aller. Et quelque part, ça la met un peu à distance. Et en fait, finalement, on cohabite dans une relative proximité, mais ce décalage de quelques mètres rend cette cohabitation possible. Il y a le seuil, ça m'a fait penser, la façon dont on parle, ça m'a fait penser aussi à la culture japonaise, tu sais, le fait de... Oui. Tu enlèves tes chaussures en entrant dans l'appartement, tu nettoies tes pieds, tu rentres, tu passes d'un espace à un autre, qui devient l'espace de l'hospitalité. Et Joël, j'aurais peut-être voulu t'entendre sur cette question justement de l'accueil. Comment on fait pour accueillir l'altérité? Là, en l'occurrence, je pense que l'accueil et l'hospitalité, c'est pas pareil, et qu'il y a effectivement peut-être à amplifier la distinction entre les deux. L'hospitalité, en fait, elle est relative à l'espace de la maison, et ça signifie en gros ouvrir sa porte à l'étranger. Ça paraît très généreux d'un côté, mais de l'autre, on s'attend à ce que l'étranger suive les us et coutumes du lieu où il est accueilli. Et ça, c'est vraiment très important. C'est comme disait Descartes, c'est sa morale provisoire. Agit en l'absence d'une morale universelle et transcendante, agit conformément aux coutumes des lieux que tu fréquentes. Et du coup, je pense que l'hospitalité est en réalité
adossé à l'attente de la docilité d'autrui pour adopter nos coutumes et pour ne pas mettre ses pieds sur la table, pour ne pas manger avec les mains, pour se conduire un peu comme l'un d'entre nous. Du coup, l'exigence morale, elle est très forte. En réalité, peut-être que le poids qu'on fait peser sur le dos de l'hospitalisé, en quelque sorte, c'est-à-dire la personne à qui on ouvre sa porte, est beaucoup plus lourd que si on se contente de l'accueillir. Alors l'accueil, c'est complètement différent. L'accueil ne suppose pas qu'on fasse rentrer. Par exemple, on peut accueillir des gens en les aidant à faire des démarches administratives, on les accueille en leur fournissant des vêtements, ça peut être un petit déjeuner dans la rue, ça peut être, pourquoi pas, par exemple, les Inuits, en ce moment, ils accueillent des ours polaires en tuant pour eux des carcasses de morses ou de phoques et en les laissant à 30 km de leur village, parce qu'il ne faut pas que l'ours fasse un lien entre la source de nourriture et le village. Ça, c'est absolument essentiel, sinon l'ours va venir se servir dans le village et tuer des gens. Donc, l'accueil peut supposer, en fait, une réflexion sur c'est quoi la bonne distance. C'est quoi la bonne distance pour nous permettre, justement, quelque chose qui n'a plus rien à voir, là, pour le coup, avec la cohabitation, mais qu'à voir avec la coexistence. Et en fait, cette figure de la coexistence, elle est, je dirais, sociologiquement, historiquement, architecturalement très importante, puisque c'est celle du voisinage, en fait. Les relations de voisinage, elles ont été réputées un peu le fondement des sociétés démocratiques depuis l'Antiquité. Le voisinage, c'est aussi le coup d'envoi de la sociologie urbaine, de l'école de Chicago, etc. On s'occupe des neighborhood communities, des communautés de voisinage. Et qu'est-ce que c'est qu'un voisin, finalement? Un voisin, c'est ni un ami, ni un ennemi. Un voisin, c'est quelqu'un qui se trouve là, que je n'ai pas choisi, que je peux d'ailleurs parfois détester, dont je préférais qu'il ne soit pas là. Ça arrive assez souvent. Mais pour autant... à la présence de laquelle il va falloir que je m'ajuste. C'est-à-dire que je ne vais pas le tuer, je ne vais pas le supprimer. Donc, considérer des animaux, le rat, par exemple, comme voisin, why not? Du moment qu'il ne rentre pas chez moi, après tout, comme me disait mon dératiseur que j'avais été consulté quand j'étais envahie de cafards asiatiques de 10 cm de long, il m'a dit, bouchez tous les trous. Il m'a dit, mais les rats, vous ne vous rendez pas compte, madame, c'est les vrais éboueurs de la ville de Marseille. Et donc, il a complètement changé mon regard sur les rats. Il m'a parlé de leur intelligence, etc. Maintenant, j'aime bien les rats. Et donc, je suis passée de la phobie à une relative amitié, une philia, on va dire, pour les rats. Mais en fait, c'est ça, tout le monde le vit, ça. Je veux dire, cette réversibilité entre un comportement phobique et un comportement amical est telle qu'on ne peut absolument pas se fier à ses sentiments. Donc, le mieux, c'est de gérer les distances. Moi, un voisin qui fait du tapage... et que j'entends parce que l'architecte n'a pas prévu d'insonoriser les murs, évidemment, je vais avoir des réactions de haine à son égard, alors que si l'architecte avait prévu d'isoler les murs, eh bien, il ferait le tapage qu'il veut. Moi, ça ne me gêne pas. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que les architectes devraient mettre des moustiquaires aux fenêtres, devraient mettre des éléments de métaux dans la fondation des immeubles pour pas que les rats puissent rentrer, devraient filmer les vitres pour pas que les oiseaux se tuent, etc. Il y a plein de petits gestes comme ça, je dirais, architecturaux. C'est peut-être pas si petit que ça, mais je trouve, qui permettraient de réfléchir en termes de voisinage et d'accueillir les animaux. Joël, quand vous parlez du dératiseur, ça me fait vraiment penser à la question de l'éducation, quoi, du rapport culturel et social qu'on entretient à ce qui nous entoure, aux vies, et le travail d'éducation. Et ça, c'est quelque chose que tu fais, Nathalie. Oui, c'est dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle Cool Schools, pour ne mentionner que lui, qui porte sur la relation à la nature dans les cours d'école revégétalisés. Et on a travaillé effectivement avec les enfants, les enseignants et puis les services de la ville dans différents pays qui remettent cette nature au cœur de la cour d'école. Et alors, la réalité, et on est bien placé en tant que géographe de terrain pour voir à quel point nos discours sont loin des capacités des agents et des enfants et des parents à effectivement passer à l'acte de se reconnecter à cette nature, y compris dans les cours d'école. Parce que la première chose qui est mise en avant, c'est la question du risque et de la saleté. Alors, risque et saleté sont deux mots-clés au point qu'on a pensé à en faire un programme de recherche à l'échelle européenne, développer une culture de risque.
c'est-à-dire essayer de ne pas penser le fait qu'une ortie puisse piquer, qu'un insecte puisse éventuellement piquer, que la boue, on parlait de bouseux à table, eh bien renvoie à la saleté, à un comportement qui n'est pas bon, qui n'est pas juste, et surtout qui donne plus de travail, notamment aux femmes, aux familles monoparentales, notamment dans les quartiers défavorisés. Donc on a tout un problème, quand on réintroduit la nature, on peut parler de cohabitation, de juste distance, mais pour beaucoup de gens, la juste distance, c'est qu'il n'y en ait pas. C'est qu'il n'y en ait pas du tout. Faut quand même être très réaliste, c'est que c'est un surplus de gestion dont les gens ne voient pas toujours la pertinence. C'est cette pertinence qu'entre nous, on peut partager, voir cette force du lien au vivant, cette force du lien à la nature, hein, pour des gens qui ont des origines rurales et qui mettent leurs enfants en ville, pour des gens qui ont peu de temps et pour lesquels la propreté des vêtements de leurs enfants peut représenter quelque chose. Pour tous ces gens-là, ce lien-là, il n'est pas évident à développer. Alors, c'est très culturel dans le sens qu'on le voit, par exemple, en Hollande, où on a été dans des cours d'école qui sont d'invraisemblables terrains d'aventure, où les petits, tout petits y compris, grimpent à très haut, plus haut que moi, donc c'est pour dire, très haut pour vivre leurs aventures de pirates en vigie ou je ne sais quoi encore. On voit que cette culture du risque, elle n'est pas la même dans tous les pays. Et c'est pareil, ces enfants mettent une espèce d'uniforme quand ils arrivent à l'école et puis vont se tremper dans la boue, vont jouer avec de l'eau et ça ne pose pas de problème, c'est culturellement ancré. Alors, ça repose aussi sur une culture de l'assurance au sens s'assurer contre, c'est-à-dire que ici, dans nos écoles et dans beaucoup d'espaces publics, c'est la puissance publique qui est responsable et donc, voilà, ils cherchent à éloigner le risque éventuel d'un procès, de mise en recours, etc. Donc, alors que, on l'avait vu à Rotterdam, ça doit dépendre aussi des écoles, pour le coup, c'est le parent qui prend une assurance pour son enfant. Donc, l'assurance, elle est individualisée. Et donc, on a plus même, et donc les directeurs, etc., n'ont pas ce souci de la responsabilité. Ce que je veux dire par là, par rapport à la ville, c'est qu'on est dans des espaces aseptisés, dont on a éloigné la boue, les eaux courantes, et qu'on essaye de réintroduire aujourd'hui, mais à coût important. C'est-à-dire que ça suppose que les services de la ville aient plus d'espace à gérer et d'espace en libre évolution à gérer. Ça suppose de gérer les ordures, de gérer aussi ceux qui s'abritent dans ces espaces, comme par exemple au bois de Vincennes, où on a des sans-domicile qui ont élu justement domicile là parce qu'ils sont cachés par cette biodiversité. Donc, c'est la biodiversité rempart. Donc, cette cohabitation, je la trouve, on la prône beaucoup dans les textes, mais dans la réalité, on voit tous les difficultés qu'elle rencontre, et notamment en termes de classe sociale. À quel point ce rapport à la nature, il est inégal selon les groupes sociaux de référence, les cercles de socialisation, la manière dont on s'identifie à des voisins, à un groupe social. Et c'est vrai que j'avais travaillé avec des écologues qui réintroduisaient cette nature. C'était pas à Clichy-Montfermeil, c'était à Aubervilliers, dans le nord d'Aubervilliers. Et ils avaient détruit, débitumé en partie et laissé les plantes et le vivant se transformer. Et les personnes, les habitants, les riverains, pensaient que c'était parce que c'était mal géré autour d'eux. C'était un symptomatique du fait qu'on les négligeait ou qu'on ne s'occupait pas de leurs espaces publics. Et alors que du côté des classes aisées, on voit un retour en grâce ou un aller simple en grâce de la biodiversité, y compris dans des espaces très aisés, par exemple dans l'ouest parisien, etc. Alors que quand j'ai commencé dans les années 90 à travailler sur ces questions, on voyait que les classes aisées voulaient d'espaces extrêmement aseptisés. Donc on a une évolution des cultures en la matière, mais qui pose problème, c'est-à-dire que toujours la nature est socialisée. Elle est vecteur de socialisation. Et du coup, on a trop tendance, à mon sens, à considérer l'écologie et la nature en dehors du social. Et ça, d'un point de vue politique, et pour introduire ces réflexions et cette éducation à l'environnement, à mon avis, c'est crucial de penser ça aussi.
Léa, quand on parle des politiques publiques qui s'investissent et pour lesquelles ça représente un coût considérable, surtout quand elles veulent tout comprendre, tout gérer, tout planifier, on a un peu une optique qui est similaire chez l'architecte, en tout cas dans une certaine figure de l'architecte qui serait de l'architecte auteur qui contrôle son œuvre. Oui, en effet, ce que je trouve intéressant depuis une dizaine d'années, enfin ce qu'on collectivement en tant que chercheur en architecture on trouve intéressant, c'est de voir que la figure qui a été très valorisée d'architecte, même quand on faisait nos études et depuis longtemps, c'est la figure de l'architecte-auteur qui ordonne, un grand ordonnateur de l'espace, de la vie et autres, et qu'aujourd'hui, de plus en plus, et notamment avec le caractère imprévisible des enjeux écologiques et autres, c'est la figure de l'architecte-enquêteur qui est de plus en plus mise en avant. Donc, se dire... En fait, avant même de réfléchir à faire un master plan, un bâtiment ou autre, en fait, enquêter avant enquêter, et souvent enquêter à plusieurs. Enfin, ça suppose enquêter en empruntant à d'autres disciplines, enquêter sans forcément construire au final. En fait, ça... Il me semble que ça raconte beaucoup de choses de l'évolution de notre métier. Et que ce sont des réflexions qui sont extrêmement partagées en ce moment. Je voulais ajouter, pour rebondir sur l'intervention de Nathalie Blanc, que nous, en tant qu'architectes, on est évidemment confrontés au caractère opérationnel des projets, mais aussi que cette dimension symbolique qui vient d'être évoquée, elle est extrêmement importante, parce qu'on aura beau penser des projets qui articulent différentes échelles, l'échelle du territoire avec des questions de tram, l'échelle du quartier avec des mares, l'échelle du bâtiment avec des façades, avec des infractuosités et autres. En fait, si ces différents projets y renvoient l'image d'une ville qui n'est pas tenue, en tout cas ce qui est perçu comme ça par certains habitants, ces projets auront être parfaitement pensés, ils ne seront pas mis en œuvre, ils ne pourront pas être mis en œuvre. Et s'ils sont mis en œuvre de manière autoritaire, évidemment que ça ne fonctionne pas plus parce qu'ils seront vécus comme une négligence, ils renverront quelque chose d'extrêmement désagréable. Et même, ça va être très dur d'habiter des lieux dans lesquels on a l'impression d'avoir été négligé. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'il faut réfléchir à cette dimension-là. Je ne sais pas s'il y a une dimension de langage architectural et urbain, de changer du langage. Le langage de la modernité est quand même extrêmement pesant, cet imaginaire aseptisé de ces façades rutilantes, tenues. Quand même, un des titres des ouvrages de Le Corbusier, c'est Quand les cathédrales étaient blanches, qu'il y a quand même un rapport à ce qui est tenu, ordonné et contrôlé qui est extrêmement fort. Et pour moi, ça vient aussi avec un langage, un imaginaire. Il y a peut-être un travail... Alors, j'enfonce des portes ouvertes, dire qu'il faut travailler sur les imaginaires, c'est quelque chose d'extrêmement véhiculé. Mais en tout cas, on le voit avec les habitants, quand on enquête ces habitants, on se rend compte que... pas avec tous, mais avec certains groupes sociaux, évidemment, il n'y a aucun souci avec le jardin des plantes qui montre certaines de ces parties qui sont complètement entretenues différemment, on va dire. Mais en tout cas, dans certains quartiers, c'est mal vécu. Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose à penser du côté du langage et des imaginaires. Il y a une dimension du contrôle qu'on a vue au début de notre échange et qu'on voit réapparaître au fil de vos interventions. Par opposition à ça, il y avait... toutes les trois, vous l'avez souligné au cours des entretiens préparatoires, l'image du jardinier. Par exemple, pour vous, Nathalie, c'était l'image de la culture, de cultiver, de faire grandir, d'augmenter la puissance d'agir, de regarder, d'inscrire dans le temps long aussi. Je pense qu'en écho à la fois à votre question et aux propos de Léa Mosconi, je voudrais revenir sur les questions d'appropriation et d'appropriation citoyenne des aménagements qui sont faits autour de la réintroduction de la nature en ville, que ce soit des mares, que ce soit des façades végétalisées, que ce soit des pieds d'arbres. Ce qu'on voit, c'est que les projets d'aménageurs sont extrêmement peu participatifs, même quand ils prétendent l'être. Et que, pour le coup, on a un défaut de la part des collectivités locales et des pouvoirs publics plus généralement, de pouvoir s'appuyer sur les associations et la manière dont ces associations, le papy qui va ramener des ruches, l'assos qui va travailler sur les champignons, d'autres vont vouloir protéger, et de faire appuyer, accompagner ces logiques habitantes et leur donner droit de cité.
on arrive avec le geste aménageur, qui est un geste architecte, un geste urbaniste, et on impose une façon de voir la nature dans la ville. Et je pense que ce défaut de logique participative, alors on parle maintenant de solutions fondées sur la nature, pour parler de la réintroduction de la nature en ville en termes d'aménagement. Alors parce que on dit ça va mettre de la biodiversité, ça va améliorer la réponse au changement climatique, ça va améliorer la désimperméabilisation des sols, permettre l'infiltration de l'eau, etc., etc. Mais tant que ces logiques-là ne sont pas appropriées, qu'on ne travaille pas avec les habitants, il y a peu de chances que la culture vis-à-vis du vivant change, parce que c'est avant tout perçu comme une intrusion dans l'organisation de son espace. Donc, et une intrusion dont on ne comprend pas toujours le sens, sinon qu'éventuellement, il faut supporter des nuisibles dans l'espace, dans son propre espace. Et je repense à un bâtiment qui est porte de France, donc pas très loin de mon propre bureau, où ils ont végétalisé la façade, et derrière, c'est du PLATS, donc du très social, donc des habitants en grande partie captifs, et qui se retrouvent avec du bégon pour pouvoir éliminer les insectes qui pénètrent du fait de cette végétalisation de façade. Donc on est sur un geste d'aménagement qui est dénué de vie et dénué d'interaction avec les habitants, souvent. Je ne dirais pas toujours, mais en tout cas, la logique de l'aménageur va vraiment dans ce sens-là. Juste, je me permets, mais la difficulté, c'est peut-être de faire comprendre aussi que le travail du vivant, ce que ça fait, ce qui s'exerce, pour même les occupants, les résidents, qui le perçoivent comme une agression aussi. Qui le perçoivent comme une agression. Alors, c'est quand tu viens d'un milieu rural, forcément, que tu es une nuée de moucherons ou d'araignées ou de je ne sais quoi encore qui pénètrent dans ton espace domestique, l'habitude de les en chasser est acquise, en fait. Alors, lui dire que c'est bien, ils vont rentrer, ça va faire du bien à... Pourquoi, chez moi, je suis obligée de subir ça parce que je suis en logement très social, alors que des gens qui seraient dans des logements pourraient l'avoir, mais à la bonne distance, en fait. Et c'est là où ça rejoint les propos de Léa, c'est-à-dire que la question de la distance est vraiment très importante. Et quand on parle de laisser faire, puisque vous veniez sur ça, et de libre évolution, comme on parle dans le langage écolo et d'aménagement, en fait, encore une fois, laisser faire avec qui, pour qui et quand. Je pense que pour moi, c'est quelque chose que je disais aux aménageurs dès les années 2000 en disant mais aménager, c'est ménager et c'est faire avec moins, c'est pas faire avec plus, laisser. Et ça coûtera moins cher. Mais ça, c'était un langage inaudible d'une certaine manière parce que c'est une façon de dire ne faites pas votre métier. Donc, je suis de plus en plus sensible avec les années qui passent à la raison de chacun, aux raisons de chacun de faire ou de ne pas faire, à l'importance de travailler avec les raisons de chacun pour faire ou ne pas faire, y compris dans l'adversité quand je ne suis pas d'accord avec ces raisons-là. Ça ne veut pas dire accueillir et être d'accord avec tous, mais en tout cas, savoir les entendre pour aménager la ville, ça me semble très important. Est-ce que ça ne nous ramène pas finalement à la question d'arriver à réaménager un espace public qui puisse prendre en charge ces raisons de faire de chacun et les soumettre à la question de l'intérêt général et la discussion? Il y a un bon exemple, je pense à un exemple qui va tout à fait dans ce sens-là, c'est le réaménagement des ruelles à Montréal, qui est vraiment un mouvement bottom-up. C'est-à-dire qu'il se trouve que Montréal est construite au carré, suivant un plan quadrilatère très classique en Amérique du Nord, et que la façade des immeubles, qui sont des bâtisses d'environ 3 étages, donne sur rue, et que l'arrière des immeubles sont séparés par des ruelles qui ont été conçues pour la livraison du charbon, donc dans les années 1850. Et ces ruelles ont été à l'abandon, elles ont servi de garage, de poubelle, etc., d'entassement, de toutes sortes de choses. Et puis un certain nombre d'habitants se sont dit, pourquoi ne pas, je ne sais pas, vous êtes venus comme ça, pourquoi ne pas utiliser ces ruelles pour faire des espaces de vie? Et donc certaines ruelles ont été nettoyées, aménagées, l'arrière des maisons s'est ouvert sur la ruelle.
On y a installé des tables, des frigos, des bibliothèques d'ailleurs aujourd'hui, des paniers de basket, etc., etc. Et puis on a planté, on a végétalisé, on embellit. C'est un espace public parce que en fait, il n'est pas du tout réservé aux habitants de la ruelle. Il est pour tout le monde. Mais c'est un espace public qui n'est pas ostentatoire, qui n'est pas visible. Et cette dissociation entre le public et le visible, moi, elle me semble vraiment très, très intéressante à cet égard-là. Maintenant, il se trouve que la municipalité a eu vent de cette affaire. Certaines associations qui se sont formées ou des groupes de riverains ont demandé l'autorisation de bloquer les ruelles à la circulation en installant, par exemple, de grands bacs à fleurs à l'entrée et à la sortie. Et puis, bon, il faut qu'ils s'entendent, mais maintenant, les municipalités ou les mairies d'arrondissement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, ont emboîté le pas à des demandes de riverains, ont posé un certain nombre de normes, ont en particulier soumis l'acceptation et même l'aide à la végétalisation des ruelles, à la formation d'une association qui comprendrait telle ou telle personne qui s'engage pour une durée déterminée, etc. Et aujourd'hui, la ville, finalement, ou les mairies d'arrondissement sont véritablement les mandataires, non pas les représentants, mais les mandataires d'un public qui a eu l'initiative de cette végétalisation. Et c'est effectivement, parfois, la ville vient prêter des machines pour désasphalter, pour démacadamiser, par ailleurs prête ou donne des plans, des conseils, etc. Et puis aussi à créer une espèce de carte des ruelles végétalisées. Maintenant, un très grand nombre de ruelles sont vraiment merveilleuses à voir. C'est intéressant. On peut se balader dans Montréal sans plus passer par les rues et en voyant des spectacles tout à fait étonnants avec des gens qui viennent là pour manger, pour dormir, pour lire, pour se retrouver, pour faire des apéros, les gosses qui jouent, etc., etc. Donc, c'est une ville dans la ville, en quelque sorte. Mais je trouve que le processus est intéressant parce que d'une certaine façon, il coche un peu dans toutes les cases, à la fois de l'écologie et de la démocratie. J'ai l'impression que ça va résonner aussi pour l'architecte, ce genre de projet, de partir de l'existant et le transformer. Oui, complètement. Et alors, ça fait écho, mais de manière peut-être avec un pas de côté à ce sur quoi je voulais, ce avec quoi je voulais terminer, qui est une question qui me semble importante, même si elle peut sembler finalement anecdotique, c'est ce que l'on fait de l'héritage de cette domination qu'on a pu avoir, qu'on a encore complètement, en tout cas de l'héritage architectural, à savoir qu'est-ce qu'on va faire des eaux, les abattoirs, tous ces lieux en fait qui ont incarné cette relation. Et moi, en fait, au départ, quand on a fait l'exposition Paris Animal avec Henri Bonny au pavillon de l'Arsenal, la première chose qu'on voulait faire on avait fait une exposition en Belgique, une petite exposition là-dessus, c'était juste parler des zoos, en disant finalement le zoo, vu l'évolution de notre rapport à l'écologie et puis au vivant, finalement c'est un modèle qui va être obsolète ou en tout cas à réinterroger fortement. Et si on le réinterroge, qu'est-ce qu'on en fait ? On avait prévu de demander à 10 architectes de proposer un projet de zoo, et finalement c'est Mathias Rouleau qui en a fait un, et Jean-Baptiste Fressos a commenté, on a fait une rencontre autour de ça, et pour moi ça me semble être un enjeu, alors peut-être symbolique, mais de se dire la transformation de ces lieux, ça racontera beaucoup du nouveau rapport, toute proportion gardée, en tout cas de la manière dont on envisage nos rapports à venir avec ces autres vivants, et aussi pour moi, c'est un enjeu qui est assez important architecturalement, et ça raconte aussi beaucoup des programmes qu'on va pouvoir inventer pour être dans des relations qui seraient moins asymétriques que celles qu'on a aujourd'hui. Parce qu'aussi, ce dont on s'est rendu compte en faisant cette exposition, Paris Animal, c'est que les 30-40 projets qui courent les 2000 ans d'histoire sont que des projets d'architecture quasiment dans lesquels on a des relations extrêmement asymétriques d'exploitation, de domination et autres. Et donc il y a aussi peut-être un enjeu d'invention programmatique pour penser en dehors des questions de biodiversité, d'accueil, de trame, de façade accueillante, de toit, tout ce qu'on a évoqué, mais pour quelles seraient des architectures animalistes dans lesquelles on a d'autres rapports aux animaux. Et pour moi, c'est aussi un enjeu de programme, pas seulement d'architecture. Je vous propose de nous arrêter sur cette idée de programme, de réinvention de la relation asymétrique entre l'homme et l'animal.
Léa, je vous remercie. Nathalie, Merci. je vous remercie aussi. Joël, merci. On arrive donc au terme de la première partie de Mismatch. Je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour une seconde partie qui sera avec Simon Kobigo, architecte paysagiste qui a écouté l'entretien attentivement et qui va pouvoir rebondir avec son expérience, avec son écoute, son intelligence sur ce qui a été dit. C'était Mismatch, un podcast de l'ESCE, l'École supérieure de commerce extérieur, et de l'IFG Executive Education.